Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre émission Hémisphère droit, Hémisphère gauche. Nous sommes avec notre psychologue et clinicien Camelio Fadonumbo. Camelio Fadonumbo, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être toujours présent. Et le thème du jour, c'est le suicide, les facteurs de protection. Comment éviter le suicide? On en parlera tout au long de cette émission. À ce micro, je suis Erwan Olinde. À la réalisation, Tibus Arihireno. Hémisphère droit, hémisphère gauche de ce jour. C'est parti. Le travail ne ment jamais, dit-on. Le premier de notre classe a échoué à l'examen. Et le dernier a réussi, les deux mains en l'air, papa. Je ne comprends pas pourquoi. La jeune dame du quartier cherche un enfant depuis des années. Elle est tombée enceinte, elle est allée à l'hôpital pour accoucher. Mais sur le lit de l'hôpital, ils l'ont perdu. Et son enfant s'est retrouvé orphelin, papa. Le voleur à l'argent, le travailleur n'a rien. Papa, l'innocent en prison et l'assassin il fait la fête dehors. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Ben mes filles, doré sont les dorons bel homme sien au vie, mon fils rien ne cesse de courir, il faut partir à point. Mon akbata logozodo, bojo azuida ligagaro. Buena iraya, oklodonya azisedo. Ananyo lukoya nonu, boza irategana. N'abuse de rien dans ta vie, mon fils alors si c'est Anaï Fatoe, Boni Suna, Boni Besu, Bonon fini Maouto et content dans nous. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Oui, comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Ben mes filles, doré sous les dorons papa d'Aïra, Aïra, mes filles Aïra. Ananya l'oclo, bodumu, pomerobo, Aïra, papa d'Aïra, Aïra, Ovi, Aïra, Nando. Yeda fourchette manon, Gali, Akaza, Yekaraze, fourchette donunti. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Oui. Comment je fais pour mieux réussir ma vie? Dis-moi, papa. Mes filles dorées sont les dorons. Retour en studio, nous avons écouté le titre Aïhawe. Monsieur Camelio, vous savez ce que ça signifie? Je suis quand même Aïzo et je comprends le fond. J'avoue que la chanson véhicule un message très fort. Je vous laisse alors expliquer le message. J'allais le faire, mais comme vous êtes là, et que voilà, non, on vous laisse le faire puisque vous êtes. Je vais dire ce que je comprends. Voilà. Aïra dit que Aïra, il faut savoir faire. Oui. Il faut savoir se conduire. Il faut savoir marcher sur la terre un peu comme si on marche sur des œufs. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est ce que j'ai compris via d'abord le début de la chanson, le récit de l'histoire, les exemples qui se sont enchaînés
Et ces exemples ont fait le lit à une belle leçon à tirer. Dans la vie, tout vient à point nommé pour celui qui sait attendre. Tibus, on remonte un peu la musique. Bel homme sien au vie, aïrani pévé. Mon fils, rien ne cesse de courir, il faut partir à point. Mon akbata lobozodo, bojo azuida ligagaro. Buena aïraya, au clodonia azuisedo. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur Radio Afrique Santé et vous êtes sur votre émission Hémisphère droit, Hémisphère gauche. En studio, nous avons notre psychologue clinicien, Kamelio Fadonogbo, et nous sommes en train de parler des différents facteurs de protection liés donc au suicide. Alors, chers amis, en fond sonore, vous écoutez bien sûr le titre Aïra de Nicanor en featuring avec l'homme orchestre Sabouran Danielo. Eh bien, la vie est une succession de batailles. Chaque difficulté, chaque problème, chaque obstacle représente une bataille. Perdre une bataille ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Ça arrive, on peut être vraiment accablé par le désespoir, mais ne jamais jeter l'éponge. Ne mettez jamais fin à vos jours. Car tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir, dit-on. Tant que vous vivez, il y a encore une possibilité de gagner la guerre. Eh bien, pour gagner cette guerre, il faut vivre. Il faut affronter les difficultés. Car derrière les difficultés, il y a toujours le bout du tunnel. Il y a toujours de meilleurs jours. Comme on le dit, après la pluie, il y a toujours un beau temps. Donc, il ne faut pas se suicider pendant la pluie et perdre le goût du beau temps qui forcément nous attend à l'issue de cette pluie. On remonte en musique. C'est ma vie, dis-moi papa, fais mes filles d'oraison, la goron hiver, Président Faisal, honorable Akhenatonde, Espérance Agossou. Kamelio Fadonogbo, dites-nous quel effort celui qui a des pensées suicidaires doit faire pour ne pas céder à la tentation. D'abord, celui qui a des idées suicidaires à son niveau personnel, j'allais dire le niveau personnel, doit développer la capacité à demander de l'aide. Car c'est quand vous demandez de l'aide, le vis-à-vis à un moment donné arrive à objectiver que vous êtes dans le besoin. Et demander de l'aide, c'est savoir faire profil bas. Faire taire son orgueil et tout ce qui est d'autres personnalités qui ne nous donnent pas la possibilité de nous humilier un tout petit peu pour demander de l'aide. Le premier facteur individuel qui est d'abord facteur de protection. Est-ce que vous voulez insinuer que ceux qui se donnent la mort sont des gens qui ne sont pas humbles? Non. Là, il ne faut pas confondre les choses. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne sont pas humbles. Mais parfois... Parce que vous dites que, voilà, il faut accepter, voilà, se rapprocher des autres. Il faut laisser l'orgueil de côté. Oui. Voilà, il faut être humble pour pouvoir se confier aux autres. Oui, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne sont pas humbles. Mais vous savez, parfois, notre société, notre culture nous inculque certaines valeurs de fierté. Vous comprenez un peu, un haut cadre qui à un moment qui d'un jour à l'autre se retrouve au bas de l'échelle, qui même va être porté à demander de l'aide à un monsieur qui autrefois était son jardinier. C'est compliqué, c'est pourquoi je disais qu'à un moment donné, il faut oser faire profil bas, demander de l'aide. C'est cette capacité à demander de l'aide qui fait que parfois le passage à l'acte n'est pas concrétisé. Ça, c'est un premier facteur. Le second facteur, c'est le fait de mener des activités valorisantes. Même si ce que vous gagnez n'est pas colossal, quand même, quand cette activité elle est valorisante, elle vous confère une certaine fierté qui fait que vous-même, vous arrivez à vous comporter sainement, à prendre le dessus sur les idées suicidaires. Comme troisième facteur de protection, il y a la connaissance de soi et la confiance en soi. Si vous avez confiance en soi, vous avez la possibilité de renaître de vos cendres.
Si Donc, vous avez la confiance en soi est indispensable, est fondamentale. Elle est fondamentale. En dehors de ça, on a l'adoption d'habitudes de vie saines, par exemple. Ne pas trop consommer d'alcool, ne pas se laisser aller aux substances psychoactives. En dehors de ça, on a la capacité... Quand on consomme trop d'alcool, Ah oui, quand on consomme trop d'alcool, parfois, on ne s'appartient plus correctement. On se retrouve dans des équivalents suicidaires. Par exemple, les essais de vitesse en pleine agglomération. mais d'aucuns vous diront qu'ils vont à l'alcool pour oublier leurs problèmes, les soucis, et que c'est cela qui les aide à ne pas aller justement à l'acte, à ne pas se suicider. Monsieur Owen, pour la petite blague, Oui, quand vous servez cet argument à certains, ils vous diront que les soucis savent nager. oui. Donc, les alcools... Ça permet juste d'oublier le souci, Oui, les parce soucis qu'à un pendant moment donné- un bout de temps. Parce qu'à un moment donné, l'alcool vous inhibe un peu. Donc, dans cet état-là, vous n'êtes plus trop porté à penser à vos soucis. Oui. Vous perdez un tout petit peu le contrôle Mais avec après- la réalité. Mais après, vous revenez, puis les problèmes sont là. Donc, les soucis savent nager. C'est un peu ça. Alors, en dehors de ça, on a la capacité à se faire des amis. C'est important parce que quand vous quittez un groupe socio-culturel pour un autre, c'est votre capacité à créer un réseau social en cercle d'amis qui va vous permettre de vous intégrer correctement. Sans quoi vous allez rester cloîtré dans votre zone de confort et puis vous n'allez pas être intégré. Et du coup, le choc des cultures va à un moment donné vous précipiter dans le suicide. Vous comprenez un peu? Et maintenant, quand on va quitter le niveau personnel de la personne, arrivé au niveau de l'entourage, on pourra dire que une relation harmonieuse au sein de la famille est un facteur de protection. Parce que quand la relation elle est harmonieuse, l'enfant a la possibilité de dire à papa, de dire à son père, papa, je fais d'efforts, mais mes notes ne bougent pas. Le papa va dire, ou bien, est-ce que je dois te prendre un répétiteur en mathématiques? Ou bien je dois te payer un TD? L'étudiant doit pouvoir dire, si il y a une relation harmonieuse au sein de la famille, écoute papa, tel que je suis en train de voir les choses, ma petite amie est en train de me menacer de quitter, de rompre. Et son papa va commencer par lui donner des conseils. Le papa le fera asseoir et du haut de ses expériences, il va verser ce que lui il a pu acquérir dans sa jeunesse dans le vase de la réflexion et l'enfant pourra se relever. En dehors de ça, on a aussi le modèle d'entraide de l'entourage. Quand ça ne va pas, même si les parents proches immédiats de premier degré ne sont pas là, l'oncle peut jouer ce rôle-là. Et en Afrique, il y a ce système-là qui est beaucoup mis en valeur. En dehors de ça, nous avons le bon réseau d'amis, qui est aussi un facteur de protection. Vous irez dans certaines familles, on dit, telle personne n'est pas de la famille, mais quand il vient chez nous, il fait comme s'il était chez lui. Oui, effectivement. Parce que justement, à un moment donné, il a une bonne conduite, le cercle d'amis auquel il appartient et auquel l'enfant de cette maison-là appartient, adopte de bonnes conduites, de sains comportements, et c'est des gens qui sont brillants. Et quand vous avez un bon cercle, vous n'êtes pas porté à avoir des idées de suicide, des trucs du genre, susceptibles de porter atteinte à votre vie. Alors, M. Fadolongo, dites-nous, avez-vous déjà traversé des situations qui vous ont fait penser à faire recours au suicide? Vous savez, dans la vie, il n'y a pas cette personne qui dira, moi, j'ai jamais pensé un jour passer à l'acte. Et comment vous vous êtes en sorti? Pourquoi vous ne vous êtes plus suicidé? Moi, je dis souvent, la vie est très douce. On ne va pas se permettre ce genre de choses. Monsieur Fadolongo, nous avons posé la même question, si vous voulez, les mêmes questions à nos amis, à nos Oui. auditeurs qui nous suivent Oui. partout dans le monde. Et ils ont répondu. Des situations qui m'ont donné envie de mourir, mais pas envie de me suicider. Parce que je ne suis pas responsable de ma vie. Et la vie, c'est une grâce. Avec la crainte de Dieu que j'ai, je ne peux pas me permettre de me suicider. Et aussi, j'ai assez d'estime de soi. J'ai confiance en moi. Et je
Je sais que ma vie, elle est précieuse. Elle vaut la peine d'être vécue, donc je ne peux pas l'achever. Tout le monde a ses difficultés, tout le monde a ses péripéties, ses contraintes, ses défis. Mais de là, penser au suicide, c'est vrai qu'il y a une corde dans ma chambre. C'est une corde faite en raffia, je le regarde souvent. Et c'est quand mes petits frères me disent que voilà, ils ont tel souci. Je dis, si quelqu'un est fatigué de la vie, il y a une corde là. Donc c'est juste pour se marrer, on faisait ces blagues, mais chez nous, on nous a éduqués à affronter les problèmes et non à les fuir parce que se suicider aussi, c'est une fuite de responsabilité. Et j'ai traversé vraiment une situation qui m'a vraiment poussé à bout. Mais bon, je me suis dit que c'était pas vraiment l'issue. J'étais en première et une situation là qui était venue et puis tous les problèmes là, on me l'avait mis sur le dos alors que j'étais neutre. Personne ne voulait m'écouter, personne, absolument personne. Mais je sais censé faire comment, puisque tout le monde me regardait bizarrement maintenant. Il suffit que quelqu'un sorte et dise voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Oh, c'était pas moi, je n'avais pas fait ça. Personne ne voulait me croire, personne. On a tout mis sur mon dos et voilà. L'issue, c'était soit je m'enfuyais une fois, ou soit je me suicidais là. Tout le monde était content. Au moins, je ne serais plus un pauvre personne. Je n'aurais plus à voir les regards des autres sur moi. Mais j'étais jeune. Bon, je me disais, je voyais ça dans les films. Peut-être c'était parce que je voyais ça dans les films qui m'avait poussé à ce stade-là. Je n'ai pas le courage quand même parce que la vie est trop belle. Ce n'était pas vraiment l'acte là qui pouvait effacer tout ce que les gens pouvaient dire ou pouvaient me faire. J'ai jamais traversé une situation ou des situations qui m'ont fait penser au suicide, jamais. J'ai traversé des situations qui m'ont fait penser au suicide. Mais je me suis plus suicidée parce que j'ai vu que la vie est trop belle pour se suicider. Il faut attendre normalement l'heure de Dieu pour mourir. Et à ce que je vois, personne n'a envie de mourir. Parce que si l'on se suicide, ça ne fait pas du mal aux autres, mais seulement à la personne qui s'est suicidée. Parce que les autres restent seulement en deuil pour quelques jours. Je parle de ça pour 3 jours. Mais après ça, c'est passé. Personne ne parle plus de ça. Donc, c'est toi qui disparais. C'est ta progéniture, au fait, qui disparaît. J'avoue qu'à des moments donnés, j'ai pensé au suicide comme une certaine alternative. C'est vrai, je ne l'ai pas choisi, sinon je ne serais d'ailleurs pas ici. C'était relatif à des situations que j'ai traversées. Quand j'étais fraîchement à l'université, j'ai vécu un certain nombre de situations qui, à des moments donnés, j'ai nourri un rêve. Un rêve que j'ai mijoté pendant plus de 2 ans, pendant 2 ans. Et je me suis retrouvé, j'ai vu ce rêve-là en un laps de temps s'étrangler. J'ai vu tout ce que j'ai bâti pendant plusieurs mois, tout ce que j'ai passé des nuits blanches à bâtir et sur quoi j'ai mis tout mon espoir, j'ai vu cela s'écrouler. Et le comble, c'est que tous ceux qui ont mis cet espoir en moi ont reçu ce choc-là, cette déception-là. Et quand je me suis retourné seul et que j'ai vu que tous ceux-là qui m'applaudissaient, qui m'accompagnaient dans cette dynamique-là, qui m'accompagnaient dans cette bataille-là, se sont retournés, j'avoue que sur le coup, je me suis dit, mais à quoi vous continuez à vivre? Alors que les rêves pour lesquels on travaille, on n'arrive pas à trouver les moyens de réaliser ces rêves-là. Je n'ai pas finalement choisi cette alternative, juste parce que dans mon cas, au bout de l'ennui de toute cette situation de perte d'espoir, je me suis laissé aller à la musique comme seule consolation. Et j'avais écouté une chanson, et la chanson, c'était comme si la chanson me parlait directement. Ça, c'est le premier fait, parce qu'il y a eu 2 faits, et c'est les 2 faits cumulatifs qui m'ont redonné l'espoir de vivre. Donc, j'ai écouté la chanson, et effectivement, l'artiste chantait, c'est un artiste traditionnel de chez moi, il s'appelle Bétiou, et le titre de la chanson, c'est Massacre Keboro Begbleo. Et il chantait, en fait, le fait qu'à des moments donnés, on a l'impression qu'on a tout perdu. Or, qu'il reste du chemin à faire. Que tant que l'individu n'est pas mort, il y a encore de l'espoir, il y a encore des surprises qui l'attendent. Ça m'a redonné espoir. J'ai écouté la chanson un samedi. Le dimanche qui a suivi, j'étais allé à l'église. Et c'était comme si la prédication me parlait directement. Le prédicateur faisait son commentaire, son interprétation, et il dit que les faits qui nous créent le plus grand désespoir sont parfois des faits qui nous évitent des plus grands malheurs. Ça a résonné fort à propos dans mon esprit, et ça m'a redonné cet espoir-là de vivre à nouveau.
Voilà comment, dans ma situation, j'ai pensé au suicide, mais ces deux faits cumulatifs m'ont amené à ne pas envisager cette possibilité-là. Bon, vous avez suivi, je vous ai vu sourire à plusieurs reprises quand nos amis parlaient. Oui. Vos réactions par rapport aux différentes interventions. C'est un peu ce que je disais précédemment. Quand à un moment donné, vous avez l'impression, et ce n'est d'ailleurs pas une impression, quand vous constatez, vous objectivez que ceux qui sont censés vous soutenir, à un moment donné, tout le monde vous tourne dos. Peut-être parce qu'il y a eu une erreur qui a été fatale, ou à un moment donné, personne ne vous comprend. Là, la solution qui vous vient premièrement en tête, c'est le suicide. Mais à force de prendre un tout petit peu du recul, à un moment donné, d'autres solutions commencent par vous traverser l'esprit. Et là, il y a quelque chose que je n'ai pas pu dire tout précédemment. Donc, là, si je ne vous arrête pas, oui, quand l'idée vient, il faut prendre du recul. oui, Laissez du temps avant de... Au moins, si vous pensez vous suicider, donnez-vous au moins un petit temps de Voilà, réflexion de réflexion. avant d'aller à l'acte. Parce Voilà. que peut-être que vous n'irez plus finalement à l'acte Voilà. si vous prenez le temps de réfléchir. De Je vous ai bien compris. c'est bien ça. Je vous laisse alors poursuivre. Parce que à un moment donné, quand vous prenez le temps, vous commencez par réfléchir sur la situation qui, à un moment donné, vous a obligé à avoir le dos au mur. Vous commencez par avoir l'esprit un peu ouvert, éclairé, pour voir d'autres possibilités, d'autres façons de résoudre le problème. Et tel que le monsieur qui vient de parler dans l'élément qui vient de prendre fin à évoquer, La dernière personne la dernière à avoir personne. parlé. La dernière personne, parfois à un moment donné, il y a des faits cumulatifs qui vous font renaître de votre sang. C'est justement là on évoque la religion comme facteur de protection. Oui, il a dit qu'il a été à l'église. Voilà. Mais avant ça, il a écouté de la bonne musique. Il a écouté de la Comme bonne nous musique. avons l'habitude de le faire également sur notre émission Hémisphère droit, Justement. Hémisphère gauche. La musique est aussi un moyen très excellent pour réduire l'intensité des idées suicidaires. Chers amis, vous avez compris? Vous avez compris? Alors, c'est ce pourquoi nous jouons assez de musique Oui. sur cette émission, justement. Pour ajouter, chez nous, j'allais dire, là où je travaille au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, nous faisons ce qu'on appelle la thérapie. Et l'un des ateliers de ce grand ensemble qui aborde la musique s'appelle la musicothérapie. Et on aborde une thématique, et c'est écrit sur un tableau, et puis l'artiste émet, on chante, et puis il y a les professionnels là. Et tel que vous l'avez dit, c'est des chansons qui sont sélectionnées en fonction de la thématique. Si on veut par exemple redonner l'espoir aux gens, on peut recourir par exemple aux chanteurs traditionnels qui dans leurs chansons abordent des thématiques font que les gens à un moment donné reprennent confiance en eux-mêmes. Justement, ces artistes-là sont carrément des philosophes. Hein? Ça c'est vrai. Ils sont carrément des philosophes parce que ils ne chantent pas parce qu'ils veulent chanter, mais ils chantent parce qu'ils veulent passer un message. Et ce message ne vieillit jamais. Ce message, à un moment donné, je dirais même, n'a pas de date d'expiration. Il y a des gens qui ont chanté depuis 50 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, le message, la chanson est encore d'actualité parce qu'à un moment donné, le message qui se trouve dans cette chanson vous tire de votre abîme. Voilà. Les facteurs de précaution liés à l'environnement. On a par exemple la présence d'un cadre, d'un environnement assez sécurisant. Et aussi, on a l'accès à l'emploi. Vous revenez toujours sur l'accès Oui, à l'emploi. Je reviens toujours sur cette question-là parce que... Comme la dernière fois. Oui, je reviens là-dessus parce que quand dans un environnement, tout est florissant, l'émancipation, d'abord la santé, la définition de la santé que l'OMS a proposé à tout le monde, c'est quoi? Un état de bien-être complet.
Et ça prend en compte aussi la santé mentale. Et je concevais que le fait de ne pas avoir un boulot est aussi un facteur de risque. Et quand vous avez un boulot, quand l'environnement donne la possibilité aux gens d'avoir de quoi vivre, c'est aussi un facteur de protection. Ça protège les gens contre l'ennui. Ça protège les gens contre des tendances à adopter des conduites antisociales. Ça protège les gens contre l'incapacité de subvenir aux besoins personnels. Car quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, à un moment donné, vous commencez par conceptualiser des choses en tête et ce peut être des idées de suicide. Alors, dans notre société, quand on sait que l'un de vos parents s'est donné la mort, il suffit d'un faux pas pour que les gens s'en servent pour vous insulter. Est-ce que c'est bien? Pour être franc avec vous, c'est une mauvaise habitude. Il faut dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que l'autre a fait quelque chose qu'il faut prendre par là pour dévaloriser l'autre. Mieux, en ce faisant, vous actualisez cette douleur-là dans le psychisme de la personne. Donc, ne pas le faire est un facteur de protection. Justement. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand le suicide intervient dans une famille, quand le psychologue va sur le terrain et fait le débriefing avec la famille, parce que justement celui qui est parti le suicider, on ne peut plus le prendre en charge. Mais on prend en charge maintenant son environnement. Et là, on entre dans une dynamique de prévention. Et on insiste sur le fait que ce qui est douleur, qui est arrivé. Vous faites ce travail-là également avec les enfants parce qu'on sait, on connaît nos enfants, quand ils sont à l'école, ils se taquinent entre eux. Oui. Et toi, j'ai appris que ton papa est décédé. Est-ce qu'il était fou? C'est sans doute parce que toi-même tu es fou. C'est héréditaire, des trucs du genre où voilà, on insulte, on s'insulte, on insulte les enfants. C'est souvent pour nos enfants qui sont encore au primaire. Justement, et les enfants sont très vulnérables à ces gens. Justement, vous faites ce travail avec les enfants? Quand il y a un enfant dans une famille, et on s'est rendu compte que l'enfant a été témoin de l'événement malheureux du suicide en question, on prend aussi l'enfant en compte, on le prend en charge dans le système préventif. Dans le système préventif, on n'est pas une personne, on prend toute la famille en charge. Parce que une famille, c'est un père, une mère, des enfants. Et ceux-ci se retrouvent dans un cadre. Et du moment où le suicide a eu lieu dans ce cadre-là, et on décide de prendre en charge tous les éléments de ce cadre pour que personne n'ait à épargner. Parce que les enfants aussi sont très vulnérables. Bien sûr, ils peuvent commencer par traverser la voie sans même faire attention, peuvent se jeter dans un puits. Oui, parce que quand vous commencez par mettre l'attention de l'enfant sur quelque chose, c'est un peu comme si vous commencez par lui dire va vers. Et c'est assez grave. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, on porte une attention particulière aux enfants. Surtout quand l'enfant a été témoin oculaire. Un exemple très simple, quand c'est l'enfant qui allait surprendre son papa, alors que le papa s'est pendu. La dernière image reste dans la tête de l'enfant. L'enfant est traumatisé. Et c'est ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. Quand ça évolue, l'enfant est traumatisé. On le prend en charge convenablement avec les outils thérapeutiques dans une approche psychothérapeutique bien codifiée pour que ce traumatisme-là ne puisse pas affecter la suite de sa vie. Parce que c'est possible qu'il y ait des flashbacks, des reviviscences et qu'il fasse un jour un état de sidération. Donc c'est un peu compliqué avec les enfants. Donc en même temps on prend en charge les personnes âgées, adultes, en même temps on porte une attention particulière aux enfants. On n'a pas vu le temps passer, Nous sommes pratiquement à la fin. 30 secondes pour prodiguer quelques conseils à nos amis pour ne pas se laisser aller, pour ne pas se ôter la vie. Alors, pour finir, je vous dirai simplement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps d'écouter quelqu'un qui a tenté de se suicider. Deuxième chose, lui apporter le soutien nécessaire et si possible le soulagement. Troisième chose, prendre la situation au sérieux. Quatrième chose,
s'informer sur les tentatives de suicide antérieures. Cinquième chose, explorer toutes les solutions possibles. Maintenant, ce qu'il faut jamais faire, c'est d'ignorer la personne ou bien mettre la personne au défi. La personne vous dit, moi je vais me suicider, c'est compliqué pour moi, je vais me reposer. Et vous allez lui dire, si réellement tu veux te suicider, là, fais-le, on va voir. C'est dangereux. C'est peut-être de la blague, mais c'est hyper dangereux. Aucune idée de suicide ne doit être prise à la légère. Parce que quand c'est devenu idée, c'est que c'est déjà pensé. C'est entré déjà dans le système de pensée. Et à un moment donné, l'attention vient dessus, ça part, ça revient, ça part, et ça commence à être conceptualisé. Et ça se forge de temps en temps. La dernière chose, c'est... Très rapidement. Très rapidement, promettre aux gens de garder le secret. Si la personne a tenté de se suicider une fois, c'est qu'il y a eu des choses. Donc, l'orienter vers le professionnel adéquat. Et je crois que c'est l'essentiel. Et il faut à tout prix créer un cadre contenant, participer à des associations, des activités associatives. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Hémisphère droit, hémisphère gauche, stop et fin, le suicide, les facteurs de protection, c'était le thème du jour. Merci de nous avoir suivis.